Ok. Bon, on attend encore 2-3 minutes et ensuite on peut commencer. C'est moi le maître de cérémonie aujourd'hui, c'est Oui, pas veuillez toi. m'excuser, Monsieur le Président. Marie, elle est là, elle est sur le Teams. Bonjour. On peut y aller là. Donc bonjour à tous. Avant de démarrer la soutenance de thèse, je voudrais prendre un petit moment pour présenter les membres du jury. Et tout d'abord, on a en visio, alors je ne sais pas si on peut la voir en même temps, Rachid, ou pas. En tout cas, pour la séance de questions, ce sera bien. On a Madame Marie Burton-Aymar de l'Université de Bordeaux 1. Et ici en présentiel, l'autre rapportrice qui est Madame Othmani Alice de l'Université Paris-Est Créteil. Les autres membres du jury donc, sont Monsieur l'examinateur Gwenolé Kélec de l'INSERM, moi-même François Rousseau de l'IMT Atlantique et qui a l'honneur de présider ce jury. Et puis dans ton équipe d'encadrant, je vais commencer comme la liste. Pierre-Henri Conze de l'IMT Atlantique, Mostafa El Habib Dao de l'UBO, l'Université Bretagne Occidentale, et Mathieu Lamar de l'Université de Bretagne Occidentale. Donc Rachid, tu as 45 minutes pour présenter tes travaux sur le suivi longitudinal et multimodal pour la détection de la rétinopathie diabétique par apprentissage profond. Et à la suite de ça, on commencera la séance de discussion avec le jury. C'est à toi. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres du jury. Aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est un grand plaisir et un immense honneur de vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse intitulés Suivi longitudinal et multimodal pour la détection de la rétinopathie diabétique par apprentissage profond. Cette thèse a été sous la direction de M. Mathieu Lamar et encadrée par M. Pierre-Henri Conze. Petite devinette avant de commencer. Est-ce que vous serez capable de prédire le stade de la rétinopathie diabétique de ce patient dans 2 ans en utilisant cette photo de fond d'œil et les informations de contexte associées à ce patient? C'est un homme de 75 ans, il est diabétique de type 2 depuis plus de 7 ans et le stade actuel de la rétinopathie diabétique est sévère. Je vous invite à utiliser le QR code qui est soit devant vous, soit au niveau de la slide pour scanner et répondre au sondage. À la fin de la présentation, je reviendrai sur les réponses et révélerai la vérité. Pour vous donner un petit contexte associé à ma thèse, aujourd'hui, pour un patient, on peut collecter différents types de modalités, images, données cliniques, et ce à différents moments dans le temps. Et l'objectif de ma thèse, c'est de prendre l'ensemble de ces données, multimodales, longitudinales, les combiner afin de les utiliser dans une approche d'apprentissage profond, afin de prédire la progression de la pathologie. Je vais maintenant vous montrer les différents schémas que j'ai utilisés dans ma thèse pour prédire la pathologie. Donc le cas idéal, lorsqu'on a l'ensemble des modalités à différents temps, donc c'est le cas le plus idéal, mais qui est assez rare en routine clinique. Le second cas, c'est lorsqu'on a une modalité mais à plusieurs moments dans le temps. Et le cas le plus courant, c'est lorsqu'on a simplement une seule modalité, à un instant T, mais qui est le moins idéal de tous. Ces différentes entrées de données ont été utilisées pour la prédiction de la rétinopathie diabétique à plusieurs moments dans le futur. Passons maintenant au plan de la présentation, qui suit une structure assez classique. Passons maintenant à l'introduction. Avant de vous parler de la rétinopathie diabétique, je dois vous parler de la racine du problème qui est le diabète. Donc qu'est-ce que le diabète? Le diabète, c'est une maladie chronique qui affecte le sang, dû au fait qu'il y a une présence élevée de glucose et qui est principalement dû au fait que le corps n'utilise plus de manière efficace l'insuline. Il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1 qui est lorsque le corps arrête de produire l'insuline complètement. Et le diabète de type 2, c'est lorsque le corps produit de l'insuline mais n'arrive pas à l'utiliser de manière efficace. Le diabète peut entraîner de nombreuses complications dans le corps, telles que le risque d'AVC avec le cerveau, le risque d'infarctus avec le cœur, l'insuffisance rénale avec les reins et
la rétinopathie diabétique avec les yeux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette complication. Donc ici, vous pouvez voir la structure d'un œil sain, avec les différentes caractéristiques de l'œil. La rétinopathie diabétique, quant à elle, va s'attaquer aux différentes couches de la rétine dues à une hyperglycémie prolongée qui va gonfler les vaisseaux, tant pour moi, et créer de nombreux problèmes au sein de la rétine, pouvant mener à une perte de vision totale. Les symptômes assez communs de la rétinopathie diabétique sont la vision floue, le fait d'avoir des zones obstruées dans la vision, des difficultés à voir dans le noir, ainsi que des petits points flottants noirs dans la vision. La rétinopathie diabétique se caractérise en 5 stades. Le premier stade, c'est pas de RD, tout va bien, aucun signe de la maladie. Le second stade, c'est la RD non proliférante légère, avec la présence de petits microanévrismes. Ce stade apparaît régulièrement après 3 à 5 ans de diabète non traité. Le stade suivant, qui est la rétinopathie non proliférante modérée, ce stade apparaît régulièrement après 5 à 10 ans de diabète non traité et est caractérisé par la présence de plus de microanévrismes et de petits dépôts lipidiques qu'on appelle exsudats. Le stade suivant est la rétinopathie non proliférante sévère. Là, on a beaucoup plus d'hémorragie et quelques anomalies des vaisseaux et des gonflements. Ce stade apparaît régulièrement après 10 à 15 ans de diabète non traité. Le dernier stade, qui est le stade le plus sévère, c'est la rétinopathie proliférante. Ici, on observe des hémorragies dans l'ensemble de la rétine avec des anomalies des néovaisseaux. Ce stade apparaît régulièrement après 15 ans de diabète non traité. En routine clinique, la rétinopathie diabétique est diagnostiquée à l'aide à l'aide de modalités d'imagerie médicale telles que la photo du fond d'œil que vous voyez en haut à gauche et l'OCT que vous voyez à droite. La photo du fond d'œil permet d'avoir un état de santé de la première couche de la rétine pour détecter les lésions et l'OCT nous permet d'avoir une vision globale de l'état de santé des couches. La rétinopathie diabétique est assez difficile à détecter, donc il est conseillé d'avoir une routine de dépistage régulière afin de détecter tous les problèmes pour pouvoir fournir une solution, afin d'éviter la progression vers des stades sévères qui peut entraîner la cécité totale. Maintenant, on va voir l'impact de la RD sur nos sociétés à l'ère de 2 études majeures publiées par Théo et collaborateurs, ainsi que Ratmi et collaborateurs. L'image que vous voyez à l'écran illustre la prévalence et l'incidence de la RD dans le monde. Et ce qu'on observe, c'est que plus le pays est développé, plus il consomme de sucre et plus il est affecté par la RD. Deuxièmement, on sait aujourd'hui que 150 millions de personnes dans le monde sont atteintes par la rétinopathie diabétique, ce qui est équivalent à l'ensemble de la population russe, pour vous donner un ordre de grandeur. Et on sait que 45 millions d'entre eux sont atteints d'une RD qui peut leur coûter la vision, ce qui est équivalent à l'ensemble de la population algérienne. Petit ordre de grandeur. On sait aussi que 35% des diabétiques ont une forme de RD aujourd'hui. Troisième schéma qui va illustrer des chiffres clés. Le poids économique de l'RD est conséquent sur nos sociétés. Par exemple, l'Allemagne consacre près de 4 milliards de dollars par an pour la gestion de la RD. Deuxièmement, d'ici 2040, on estime que plus de 224 millions de personnes seront atteintes par la RD, dont 70 millions d'entre eux auront une RD qui peut leur coûter la vision. 2 chiffres extrêmement importants à retenir. Dans 95% des cas, lorsque la RD est traitée tôt, on peut prévenir la perte de vision. Deuxième chiffre clé, sur une population de diabétiques avec pas de RD initiale, sur 20 ans, 80% d'entre eux auront une forme de RD. Aujourd'hui, la RD est la première cause de cécité évitable dans le monde, mais son dépistage reste un défi. Les signes sont détectés trop tard et la progression est souvent silencieuse. Alors comment détecter plus rapidement, mieux et de manière efficace? L'IA pourrait nous fournir une solution et ma thèse a un objectif clair, utiliser l'IA pour pouvoir prédire la progression de la pathologie afin de fournir aux patients adapter les traitements associés aux patients. Maintenant, passons à la motivation, c'est ma thèse. Donc ma thèse se place dans le contexte du projet IVRED, qui est l'évaluation intelligence de la rétinopathie diabétique, qui est un projet IVRED, ANR qui a été financé à hauteur de 9 millions, qui regroupe des partenaires industriels, hospitaliers et académiques. Et le but du projet IVRED, c'est de développer une IA qui est capable d'aider les ophtalmologistes dans la prise en charge des patients en utilisant des nouvelles
méthodes d'imagerie médicale telles que l'OCT et la rétinographie grand champ. L'OCT permet d'avoir une cartographie des vaisseaux de la rétine sans injection de produits de contraste. La rétinographie grand champ permet d'avoir un grand champ en utilisant simplement un seul cliché, alors que les images traditionnelles nous permettent d'avoir des clichés simplement de 30 à 60 degrés, où cette image nous permet d'avoir jusqu'à 200 degrés. En termes d'IA, le projet consiste à prendre l'ensemble de ces modalités, du contexte clinique, et répondre à 3 questions. Est-ce qu'on est capable de développer une nouvelle approche qui nous permet de changer l'échelle de classification afin de la rendre plus optimale? Est-ce qu'on est capable de rendre les diagnostics plus interprétables, plus transparents pour qu'ils soient utilisés en routine clinique par les ophtalmologistes? Et le troisième objectif, c'est est-ce qu'on est capable de prédire les complications dans le futur associées à la rétinopathie diabétique, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, par exemple. Le LATIM s'occupe exclusivement de la partie intelligence artificielle. Une thèse précédente menée par le Dr Lee s'est occupée des aspects fusion multimodale. Quant à moi, je m'occuperai des aspects, ma thèse s'occupe des aspects longitudinaux et progression de la pathologie. Concernant la création de la cohorte associée à Evired, elle a été coordonnée par la PHP dans 14 centres en France. Elle a débuté en 2021 et elle suit son cours. Elle a actuellement recruté plus de 3200 patients. Du fait qu'elle suit son cours et qu'il y a eu quelques petits retards dus au Covid-19, pendant ma thèse, je n'ai pas pu avoir accès à des données longitudinales associées à Evired. Je n'ai donc pas pu utiliser ce dataset pour développer mes recherches. J'ai dû donc utiliser un autre dataset que je vais maintenant vous présenter. Donc dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé OFJAT, qui est un dataset qui a été développé par la PHP sous la tutelle du professeur Pascal Massin. Et le OFJAT, ça consiste à quoi? Ça consiste à des images de fond d'œil et des données cliniques. Et comment fonctionne OFJAT? C'est un réseau interconnecté par télémédecine. Donc, différents centres vont prendre des photos de fond d'œil de patients avec des données cliniques qui vont être envoyées à un centre de lecture, le centre de lecture OFJAT. Dans ce centre de lecture OFJAT, des experts vont interpréter ainsi, en donnant un rapport où il y a la conclusion, une conclusion associée aux étapes à suivre pour le patient dans les prochaines semaines et le grade de sévérité associé à ce patient. Ici, en bas à gauche, vous voyez en bleu nombre de patients, un nombre de centres, autant pour moi, depuis le début de création en 2004, et en vert, le nombre d'examens effectués par ces centres. On observe une tendance haussière depuis sa création. Pour ma thèse, j'ai eu accès à ce dataset entre 2004 et 2017, dont la majorité des centres étaient issus d'Île-de-France. Au passage, il y en a un à Saint-Ouen, pour l'anecdote. Plus de 100 000 patients, et on a 30 000 patients qui ont un follow-up. Ici, vous voyez une image détaillant les caractéristiques de la base de données associée aux patients ayant du follow-up. On observe une proportion assez homogène en termes d'âge et de genre. Deux informations extrêmement pertinentes à retenir. Le temps moyen entre 2 visites consécutives est de 2 ans et 5 mois, et en moyenne, un patient en 3 visites. Passons maintenant aux méthodes proposées. Donc à la lumière du projet Evired et de ma thèse, deux questions de recherche ont immergé. La première question de recherche, c'est est-ce qu'on est capable, en utilisant l'historique du patient, les informations temporelles, de développer un modèle plus performant pour la prédiction de la rétinopathie diabétique dans le futur, à différents moments dans le temps. Deuxième objectif, est-ce qu'on est capable, en utilisant la multimodalité, en prenant le contexte associé aux données cliniques, aux données démographiques, aux données associées aux images, de concevoir un modèle plus performant pour prédire la rétinopathie diabétique? Au début de ma thèse, l'état de l'art consistait simplement à prendre une image de fond d'œil, la donner dans un algorithme d'apprentissage et prédire à des temps fixes. Par exemple, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ces différentes approches ont pointé quelques limitations, comme le manque de contexte qui était ajouté, très peu ajouté le contexte, aucune n'ajoutait de contexte longitudinal et du contexte associé à la rétinopathie diabétique. Certaines de ces approches utilisaient des techniques de transfer learning, basées par exemple sur ImageNet, ou des approches associées à des auto-encodeurs, comme tâche de pré-entraînement, ou des approches basées sur l'approche contrastive. Ces approches augmentaient un peu les résultats, mais ne prenaient en aucun cas le contexte associé à la progression de la pathologie, qui est en l'occurrence en imagerie médicale très important. Donc ma thèse s'est structurée autour de 3 piliers
afin de répondre à ces limitations. Donc le premier pilier, en rouge, est l'ajout du contexte dans les tâches de pré-entraînement afin d'encoder la progression de la pathologie. Le pilier bleu, c'est l'utilisation des modèles qui dépendent du temps afin de prédire mieux la pathologie et de manière plus flexible. Le dernier pilier, en jaune, consiste à utiliser le temps, cette fois-ci, non pas pour augmenter les données, mais pour augmenter les tâches, pour qu'elles soient plus généralisables et qu'on puisse faire plus de choses avec. Donc premier pilier se décompose en 3 contributions que je vais vous présenter une à une. La première contribution consiste à comparer des méthodes de pré-entraînement longitudinal pour voir si elles sont plus performantes vs des pré-entraînements classiques tels que les auto-encodeurs ou les variational auto-encodeurs. Donc on essaye d'ajouter du contexte longitudinal dans les tâches de pré-entraînement. On a comparé 3 tâches de pré-entraînement que je vais maintenant vous présenter. En A, c'est un siamese qui prend en entrée une paire d'images consécutives et la tâche prétexte c'est de prédire le temps entre ces 2 images. B et C, qui sont les Longial Self-Supervised Learning, sont des auto-encodeurs classiques où on va ajouter une loss qui va permettre d'aligner dans l'espace latent, qui va changer la topologie de l'espace latent pour l'aligner avec la direction de la progression de la pathologie. Pour B, c'est une progression globale, alors que pour C, c'est une progression localement effectuée grâce à la théorie des graphes. En termes de résultats, ce qu'on observe, c'est que les entraînements associés avec du contexte longitudinal nous permettent d'obtenir des meilleurs résultats. Ici, on a testé avec une tâche où il consistait à prédire le changement de grade entre deux images consécutives. Aussi, on s'est intéressé à quelque chose d'assez de pertinent dans notre cas. C'est ce fameux vecteur delta z qui est la différence de représentation latente entre 2 paires d'images consécutives et divisé par le temps, qui peut être vu comme une forme de vitesse de progression. Et ce qu'on a vu, c'est que on a essayé de regarder sur des phénotypes où on sait qu'ils sont aggravants pour la vitesse de progression de l'ARD, par exemple le type de diabète. On sait que les patients de type 1 progressent plus vite, et ce qu'on observe, la norme de ce vecteur est significativement plus élevée que les patients de diabète de type 2. Un des problèmes qu'on observe pendant les entraînements, c'est que lorsqu'on a des paires qui ne sont pas alignées, ou lorsque les champs de vision associés aux paires d'images qu'on choisit sont trop distincts, on a des problèmes de convergence. Cette contribution a été publiée à OMIA et a reçu la Best Poster présentation. Passons maintenant à la contribution 2, qui est une extension de la contribution précédente et qui essaye de développer, cette fois-ci, les mêmes approches, mais en essayant de enlever le problème de recalage et ce problème de alignement spatial en utilisant les neural ODE. Je vais maintenant vous présenter le principe des neural ODE. Ici, c'est l'ajout des ODE dans les neural networks en utilisant, ici en l'occurrence, un réseau de neurones et un problème de valeur initiale qu'on va définir comme étant la première représentation de l'instant associée à l'image de la première paire. Donc, image x de ti associée à la seconde image de x de ti plus 1. Ici, on va définir notre problème de valeur initiale qu'on va résoudre avec notre ODE. Ensuite, on va intégrer jusqu'à ti plus 1, ce qui va nous fournir en fait la représentation latente de la prochaine image sans avoir l'image. Donc on n'a plus besoin de recaler. On n'a pas besoin d'avoir 2 images en entrée, donc plus besoin de recaler. En termes de résultats, ce qu'on observe, c'est que les résultats, lorsqu'on entraîne les LSL de manière classique et les LSL avec les nodes, on a des résultats assez classiques pour 2 tâches, la prédiction de l'âge en utilisant simplement une seule image, et la prédiction de la RD dans le temps, dans le futur à 3 ans, en utilisant une série d'images, sont les mêmes. Donc on peut avoir les mêmes bénéfices sans recaler, ce qui est intéressant. Cependant, on a quelques problèmes de convergence qui sont dus au fait que entraîner Neuro 2 est très compliqué s'il n'y a pas de pré-entraînement et il n'y a pas de petits tweaks au niveau des hyperparamètres qui est fait pendant l'entraînement. Quelque chose aussi intéressant qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la norme de ce fameux vecteur delta z qui peut être vu comme une sorte de vitesse de progression pour des femmes enceintes. On sait que les femmes, quand on est enceinte et qu'on est atteint de rétinopathie diabétique, c'est un facteur aggravant qui augmente la vitesse de progression. Et on voit que la norme de ce vecteur est plus importante pour les femmes enceintes que pour les femmes non enceintes. Ce travail a été publié à Prime, un workshop de Mikaï, exclusivement dédié aux approches longitudinaux et présenté en oral. Troisième contribution, ici on s'est intéressé
aux approches basées pré-entraînement Transformers. Le principe ici, une méthode assez connue qui est le masqué d'auto-encodeur, qui consiste à prendre une entrée, un signal, le décomposer en séquences, masquer aléatoirement cette séquence, la donner à un transformer et la reconstruire. Il y a 3 manières d'améliorer ce genre d'approche. La stratégie associée à comment on encode la séquence, comment on masque ou comment on fait les calculs associés aux transformers. On s'est attaqué à 2 problèmes, à améliorer comment on encode et comment on masque. Je vais maintenant vous présenter comment on a fait ça pour aligner et donner plus de contexte associé à la progression de la pathologie. Donc on a proposé deux contributions qui sont l'ajout du temps dans le position embedding. Classiquement, le position embedding va permettre d'encoder les séquences, d'encoder l'ordre des séquences. Ici, on a encodé l'ordre et on a aussi donné le temps entre les séquences, qui est une information pertinente dans le contexte de la progression de la maladie. En termes de stratégie de masking, au lieu de masquer aléatoirement l'image, ce qu'on a proposé, c'est un masque aligné avec la progression de la pathologie. On sait que lorsque la RD progresse, les lésions sont plus présentes sur la périphérie et on en a beaucoup plus, ce qui est aligné avec la stratégie de masking qu'on a essayé de proposer ici. En termes de résultats, ce qu'on voit, c'est que notre approche performe mieux comparé aux méthodes de l'état de l'art, surtout pour le grade associé au stade sévère. Pour les grades précoces, les résultats sont assez faibles pour l'ensemble des problèmes, pour l'ensemble des méthodes, parce que la tâche est extrêmement difficile. On voit aussi que lorsqu'on se compare avec RedFound, qui est un modèle de fondation en ophtalmologie, qui est un modèle qui est capable d'avoir des features assez généralistes, qui a été entraîné sur des millions d'images, on est plus performant que ce modèle, ce qui peut être dû au fait que notre tâche est exactement associée au contexte c'est basé sur le contexte de la progression. Donc, une tâche de prétexte avec du contexte et spécialisée sur un problème peut être plus performante qu'un modèle de fondation. 2 problèmes associés à cette approche. Premier problème, c'est que l'entraînement est très gourmand. En termes de GPU, c'est catastrophique. Et, comme j'ai évoqué précédemment, pour les stades précoces, les résultats ne sont pas convenables, les résultats sont trop faibles. Ce travail a été accepté à Computer in Biology. Donc, conclusion ici, associée à ce pilier, on a vu que l'ajout du contexte longitudinal dans les tâches prétextes permettait d'augmenter les résultats pour les tâches longitudinales. Maintenant, on va s'intéresser à ajouter ce contexte de manière explicite, avec le temps et en utilisant des modèles qui sont basés time-aware. 3 contributions de la même manière, que je vais vous présenter une à une. Donc la première contribution consiste ici à développer une augmentation de données à caractère longitudinal. On sait que les augmentations de données en apprentissage profond permettent d'augmenter les performances et de rendre les modèles plus robustes. Mais aujourd'hui, il n'existe pas d'augmentation de données à caractère longitudinal. Donc on a essayé d'en développer une. Et cette augmentation de données, elle est basée sur une approche qu'on appelle mix-up, qui consiste à prendre 2 images, les mixer, et mixer aussi leur label. Et ici, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris, pour un patient qui a un suivi, une paire d'images consécutives, donc 2 paires d'un même patient en suivi en longitudinal. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mixe les images avec différentes stratégies de mixing, par exemple mix-up, manifold mix-up, cut mix. Et au lieu de mixer les labels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer le temps entre les 2 paires, qu'on va appeler Tmix. Et une fois qu'on a Tmix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir définir un profil de sévérité qu'on va utiliser pour évaluer Tmix. Dans cette étude, on a utilisé le profil linéaire et un profil exponentiel, qui va nous permettre de créer une valeur de label qui est virtuellement alignée avec la progression de la maladie. En termes de résultats, ce qu'on voit, c'est que notre méthode, notre augmentation de données augmente les résultats. On a testé pour une tâche extrêmement difficile qui est la prédiction associée au stade précoce à 2 ans. On voit que les résultats ne sont pas énormes, mais on voit quand même une progression associée à nos résultats, comparé à l'état de l'art. On voit aussi qu'on a des très bonnes valeurs de kappa pour le profil linéaire et pour la stratégie manifold mix-up, qui consiste à ne pas mixer les images, mais les représentations latentes. On peut évoquer le fait que mix-up va mixer les paires. Donc on a toujours vu que les images ne sont pas recalées et que différentes images, comme j'ai évoqué précédemment, ont des problèmes parce que les champs de vision ne sont pas les mêmes. On peut évoquer le fait, ou
émettre l'hypothèse que le manifold mix-up performe mieux pour cette raison. En termes de limitation, ce qui est un peu dommage lorsqu'on voit l'entraînement, c'est que seulement le profil linéaire performe bien. Le profil exponentiel a des résultats qui baissent, même pour la deuxième tâche. Ce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être que mettre un profil plus adapté pour chacune des paires pourrait augmenter les résultats. Ici, on a pris le même profil à chaque fois pour l'ensemble des paires. Ce travail a été publié à MLMI, un workshop de Mikai, et a été présenté en poster. Deuxième contribution associée à cette partie. Ici, on s'est intéressé à un problème associé au pré-entraînement des time-aware. Classiquement, le pré-entraînement intervient sur les encodeurs. On sait que pré-entraîner les réseaux, ça permet de les rendre plus performants et aussi d'améliorer la convergence pour les tâches associées à l'utilisation de ces différents modèles. Ici, on s'est intéressé à non pas pré-entraîner un encodeur, qui est classique, mais à pré-entraîner les time-aware, afin de transférer ces différentes capacités pour qu'ils soient plus performants et qu'on puisse les utiliser dans les tâches longitudinales. On s'est inspiré de deux frameworks extrêmement connus qui sont le SimCLR et Biol, qui sont tous deux basés sur le principe d'augmentation de données. Le but de ces approches, c'est de rendre les modèles plus robustes et invariants à l'augmentation de données. Et ici, ce qu'on a fait, c'est pour imiter le principe d'augmentation de données, on a utilisé le temps. Et pareil, on s'est basé sur les neuro-ODE et on a résolu plusieurs problèmes initiaux, avec conditions initiales comme la première image de la paire, comme ce que j'ai présenté précédemment. Et le but, c'est de résoudre deux équations différentielles à ti plus 1 à des temps extrêmement proches. Et on considère ça comme notre paire positif, pour imiter SimCLR. Pour imiter Biol, ce qu'on fait, c'est qu'on va résoudre deux équations différentielles, un problème initial comme ce qui a été défini auparavant, et un problème final avec la représentation latente de la deuxième paire. Comme les neuro-ODE sont inversibles, on va pouvoir revenir en arrière en intégrant. Et donc on aura la représentation latente de h de ti plus 1 et de h de ti. Vu qu'on a la réelle représentation, vu qu'on a les deux images, on peut les avoir. On va maintenant les rendre similaires pour imiter le même principe que Biol. En termes de résultats, nos stratégies de pré-entraînement augmentent les résultats, permettent une meilleure convergence et une stabilité lors de l'entraînement, comparé aux entraînements from scratch où on n'utilise pas de pré-entraînement. De plus, on a montré aussi que via des ablations study que notre méthode était plus intéressante lorsqu'on ajoutait du contexte associé à la pathologie. Par exemple, en utilisant des temps qui sont proches, alignés à la progression, et pas des temps simplement fixes. Deuxièmement, en termes de limitation, ce qu'on observe, c'est que ces approches sont extrêmement demandantes en termes de recherche d'hyperparamètres. Si on ne fait pas une recherche poussée d'hyperparamètres, ils ont beaucoup de mal à converger. Et une limitation qui n'est pas propre à cette approche, mais propre aux neuro-ODE, sans pré-entraînement, comme on a vu précédemment, sont très difficiles à utiliser et très difficiles à faire en sorte qu'ils ont des bonnes performances. Ce travail a été publié à Mikai cette année, en poster présentation, et a été accepté parmi les travaux en top 11%. Dernière contribution associée à cette partie. Donc dans cette contribution, tant pour moi, on s'est concentré à comment utiliser le temps de la meilleure manière dans les réseaux de neurones et quel est le contexte associé à la progression de la pathologie qui est le plus intéressant. Donc pour ce faire, on a utilisé 3 manières d'ajouter le temps dans les réseaux. On a utilisé le Time LSTM, qui est une extension du LSTM qui ajoute une fonction de modulation dans l'input gate qui dépend du temps. On a utilisé en deuxièmement une méthode de pré-entraînement qui va ajouter le temps, qui va encoder les poids, qui va encoder le temps dans les poids du réseau en utilisant un entraînement basé sur clip, où on prend une image et un vecteur de données cliniques où on va ajouter le label et le temps dans ce vecteur et on va entraîner avec clip. Et la troisième manière, c'est utiliser directement le vecteur avec les données cliniques et le temps. Tout bête. En termes de contexte, ce qu'on a utilisé, c'est
l'âge du patient, les données démographiques et les données associées au diabète. Par exemple, depuis quand il est diabétique et quel type de diabète il a. On a aussi utilisé ce qu'on avait dans le rapport associé au patient, c'est-à-dire la conduite, qu'est-ce que l'ophtalmologiste préconise dans les futurs mois, et son grade de sévérité. Et ce qu'on observe dans les résultats, c'est qu'on a un gain énorme lorsqu'on utilise le contexte, et surtout le contexte associé à la conduite et le label. On observe aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que lorsqu'on considère pour les grades précoces de la maladie, le temps depuis lequel il est diabétique, on a aussi un gain énorme de performance. Donc le temps associé au diabète, le temps d'antériorité associé au diabète est moins important pour les grades sévères, mais très important pour les grades précoces. Une des limitations associées à ce travail, c'est qu'on aurait aimé avoir des bonnes performances simplement en utilisant les images, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on utilise simplement les images, on a des résultats qui sont beaucoup plus faibles. La multimodalité aide, lorsqu'on utilise à la fois les images et le contexte clinique, on a des meilleures performances comparé simplement à l'ajout juste des données cliniques. Et ici, la stratégie de temps qui est le plus performante, c'est la méthode qui ajoute simplement le temps. La deuxième, c'est celle associée au clip. Et la méthode la moins performante, c'est celle qui est associée directement au time LST. Ce travail est en cours de préparation pour intelligence et médecine. Maintenant, troisième partie. Donc dans la partie précédente, on a vu que l'ajout du temps nous permettait de développer des modèles plus performants et plus flexibles, capables de prédire à différents moments dans le temps. Que ce soit à des instants fixes, à 3 ans, à 2 ans ou à 5 ans par exemple, ou à des moments variables, à des visites consécutives à n'importe quel intervalle. Ici, dans cette approche, dans ce pilier, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on est capable d'utiliser le temps afin d'augmenter non pas les données, mais les tâches pour qu'elles soient capables de faire plus de choses. Donc dans cette partie, ce que je vais faire, je vais vous présenter, donc dans cette partie il y a 3 contributions, mais je vais vous présenter simplement la première contribution, qui est à mon sens la contribution la plus importante de la thèse et celle qui reflète au mieux les différents travaux qu'on a développés. Donc un des problèmes avec les données longitudinales, c'est que pour un patient ou pour des patients, on a des dates de visite qui sont différentes et des informations de suivi différentes. Donc par exemple, ici, j'ai différents patients qui ont été suivis avec des intervalles différents. Et si je souhaite développer un algorithme d'apprentissage pour prédire la pathologie, ce que je dois faire, par exemple, ici, si je souhaite prédire la pathologie à 4 ans, ici, les 3 premières images ou les 3 premières paires, je ne peux pas les prendre parce que je n'ai pas d'information à 4 ans. Ici, je n'ai pas d'information, donc je ne peux pas les prendre dans l'entraînement. Ce qui fait qu'il y a une énorme perte de données lors des entraînements, ce qui est extrêmement pénalisant pour l'entraînement des réseaux. Et l'idée de cette contribution, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des images à n'importe quel temps et n'importe quelle paire. Et je vais maintenant vous présenter comment fonctionne Statam. Donc Statam, c'est l'architecture suivante. On prend en entrée des images en follow-up. Ces images, ensuite, on va utiliser des neuro-LDE qui vont nous permettre d'intégrer à des temps différents. On va aussi définir des temps intermédiaires qui vont nous permettre de prédire non plus à la prochaine visite, mais à n'importe quel temps entre les 2 visites. On va aussi définir, comme auparavant, dans la contribution, j'ai présenté brièvement dans la contribution 1 du deuxième pilar, ce fait d'ajouter en fait, entre 2 visites consécutives un profil de sévérité qu'on va utiliser, qui est aligné avec la progression de la maladie. Les différents profils qu'on a utilisés ici sont des profils monotones et continus, qui sont alignés avec la progression de la maladie. Donc en termes techniques, comment ça fonctionne? Donc, on doit d'abord définir, pour notre entraînement, on doit choisir une paire d'images consécutives. On a simplement besoin pour l'entraînement d'une seule image, bien sûr, mais on a besoin de savoir ce qui se passe à la visite suivante. Donc, on a une image entre TI, TI plus 1, avec grade S de TI et S de TI plus 1. Et ce qu'on va définir, c'est un temps intermédiaire entre ces 2 paires qu'on va utiliser pour prédire la pathologie.
en utilisant bien sûr ce profil de sévérité qu'on va définir pour évaluer en TMX, qui sera ce nouveau label virtuel qui sera aligné avec la pathologie. On a utilisé différents profils que vous pouvez voir, par exemple un profil logarithmique ou linéaire. Et en termes de TMX, ce que j'ai évoqué ici, comment on le calcule en utilisant la distribution bêta. Et en fonction de la distribution bêta, on a différents types de profils que je vais maintenant vous présenter. Donc lorsque on a alpha et bêta de cette manière, lorsque alpha et bêta sont plus petits que 1, on a ce type de distribution, et ce qui est équivalent à avoir des TMX qui sont très proches de TI et très proches de TI plus 1. Donc c'est comme si on prédisait à la fois le grade de TI et à la fois le grade de TI plus 1. Lorsqu'on a alpha et bêta plus grand que 1, on a une distribution en forme de cloche et on a de grandes chances d'avoir des TMX qui sont au centre de l'intervalle. C'est là où on prend le plus l'information associée à l'interpolation. Troisième profil, c'est lorsque alpha et bêta est égal à 1, on a une distribution uniforme et TMX a autant de chances d'apparaître sur l'ensemble de l'intervalle. Lorsque alpha est plus grand que 1 et bêta plus petit que 1, on a quelque chose qui est centré vers la droite et on a de grandes chances d'avoir TMX qui est proche associé à la seconde visite. Et dernier profil, c'est lorsqu'on a un profil qui est centré vers la gauche, associé à cette distribution, avec alpha qui est plus petit que 1 et bêta plus grand que 1. Et on a de grandes chances d'avoir des TMX qui sont proches de T. Troisième élément associé à cette approche, c'est le fait que pour utiliser les nodes et pour pouvoir prédire à des temps différents, on va devoir appliquer un petit trick pendant l'entraînement. Donc ici, j'ai un batch, disons, où je souhaite prédire à des temps différents TMX, comme vous pouvez voir ici. Et comme la majorité des frameworks qui implémentent les neuro-LDE ne maîtrisent pas l'intégration parallèle, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir aligner le batch à des temps croissants en utilisant une permutation. Donc on l'a aligné. Maintenant, on va pouvoir utiliser ce batch qui est aligné temporellement dans des ordres croissants, du plus petit au plus grand. On va pouvoir intégrer aux différents TMX qu'on a choisis. Ensuite, on va pouvoir utiliser ces TMX, ces vecteurs qui ont été projetés au temps choisi, qu'on va maintenant on va maintenant les réinverser en utilisant la permutation inverse, parce qu'il faut suivre l'ordre des labels qu'on a choisis. On va maintenant les donner une tête de classification qui vont nous permettre de classifier ensuite maintenant la progression associée à la valeur du label virtuel qui a été associé en TMX. En termes de pipeline, comme je vous ai présenté, elle se décompose aux 3 éléments que j'ai évoqués. Je vais maintenant vous présenter les résultats associés à cette approche. En termes de résultats, ce qu'on observe, c'est la chose suivante, c'est que les approches avec Statam et les approches sans Statam, on a des différences assez élevées. Pour les approches avec Statam, donc cette augmentation de données qu'on propose, on observe que pour la majorité des time-aware, et surtout pour les neuro-LDE, on a des augmentations de performance. Pour que ce soit les tâches à temps fixe, par exemple à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ce qu'on a fait. On a testé la prédiction associée à des temps fixes ou à des temps variables, à la prédiction, à la visite précédente, visite prochaine, autant pour moi. En termes de résultats, ce qu'on voit, c'est que c'est le profil encore linéaire qui performe le mieux comparé aux autres profils. Et comme j'ai évoqué, cette augmentation de données permet d'augmenter les performances des time-aware, mais elle bénéficie plus les neuro-LDE, ce qu'on voit d'après les résultats. Deuxième élément, c'est le fait que ce qui est le plus important dans notre caractéristique, dans notre méthode, c'est l'utilisation à la fois des neuro-LDE. Donc lorsqu'on utilise des time-aware qui ne sont pas neuro-LDE, on a des performances moins élevées, et c'est le profil d'interpolation choisi. Aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que le profil qui performe le mieux dans nos différentes approches, c'est le profil qui a cette forme-là, qui est un profil en forme de U, et ce profil est équivalent à avoir beaucoup de chances d'avoir des TMI qui sont proches de la première visite et de la seconde visite. Et on peut voir ça comme
comme j'ai évoqué, ce pilier est associé à l'augmentation des tâches. Donc c'est comme si on prédisait à la fois pour le grade actuel et à la fois pour le grade associé à la seconde visite. Donc on peut évoquer, on peut se dire que c'est pour ça que le réseau performe mieux. Troisième élément, autant pour moi, qui est assez intéressant avec ces approches, c'est que vu que maintenant on n'intègre plus jusqu'à TI plus 1, on intègre jusqu'à TMix, on gagne un temps d'intégration qui est entre TMix et TI plus 1. Donc ce temps, on le gagne. Et en fonction des profils de sévérité, par exemple pour ce profil qui est centré à droite, on obtient des valeurs de TMix qui sont la majorité du temps proches de la visite suivante. On a par exemple ici une courbe de surface qui nous présente le facteur de réduction qu'on gagne en fonction des profils qu'on choisit. Ici, lorsqu'on choisit un profil, lorsque alpha est très grand et bêta est très petit, ce qu'on obtient ici, on obtient un facteur de réduction qui est très, très petit. Mais lorsqu'on a le second profil, par exemple ce profil-là, où on a des petites valeurs de Tmix qui sont très proches de la première visite, ce qui est ici, donc on a ici alpha qui est très petit et bêta qui est très grand, ce qu'on observe ici. Donc ici Tmix est très petit, c'est quasiment la visite, c'est quasiment le temps associé à la première visite, et on observe une réduction de temps énorme. Et on l'a montré analytiquement et on le voit avec les résultats lors des expériences. Donc en termes de résultats général, cette augmentation de données nous permet d'augmenter les performances des neuro-LDE et des time-aware. En termes de neuro-LDE, on a des meilleures performances. Elle nous permet aussi de réduire le temps d'intégration des méthodes basées sur les neuro-LDE, comme on vient de le voir. On a aussi, en termes de limitation, le fait que les approches ici on a des valeurs de kappa assez faibles, dû au fait que le problème est extrêmement difficile et qu'on n'a pas ajouté de contexte et ni le label associé à la visite consécutive et ni de pré-entraînement. Donc, ce qui peut évoquer aussi le fait que des résultats faibles. Les performances varient énormément en fonction de la valeur du batch, malheureusement. Et seulement le profil linéaire semble fonctionner, encore une fois. On n'a pas fait ce test avec ces différentes paires qu'on pouvait choisir avec des profils différents. On a pris simplement le même profil pour toutes les paires. On aurait pu, effectivement, ça peut être une des perspectives associées à ce travail, de prendre différentes paires plus adaptées à un profil adapté à chacune des paires. Ensuite, ici, dans cette partie, il reste deux contributions que je vais maintenant vous présenter brièvement. Dans la première contribution, on a augmenté l'espace latent. Ici, ce qu'on va augmenter, c'est l'espace des outputs. Donc, au lieu de prédire simplement un vecteur, on va prédire une matrice. Ou, par exemple, si je veux prédire pour 5 ans, donc entre 1, 2, 3 et 4 à différentes années, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prédire une matrice et pour chaque ligne, on aura une prédiction à l'année I. Deuxième extension de cette approche, c'est la prédiction d'une matrice de transition directement. Donc on va prédire à n'importe quel temps un TI plus 1 et elle est motivée du fait aussi que on sait que l'ajout du label au temps T est une information pertinente pour augmenter les résultats. Donc avec cette approche, on est capable de prédire le label au temps T, de l'utiliser et de prédire le label au temps TI plus 1. Troisième contribution associée à cette partie, c'est le fait maintenant d'augmenter les poids des réseaux. Donc on a déjà des réseaux qui sont entraînés par exemple sur différentes années à prédire la pathologie, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mixer de manière linéaire ou non linéaire ces poids de réseau afin d'obtenir des poids qui sont similaires à des poids intermédiaires. Par exemple, si je prends un réseau entraîné à 1 an et un réseau entraîné à 2 ans, en le mixant d'une manière adaptée, je peux créer une version d'un modèle entraîné à 2 ans. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici, et ce qu'on a essayé de montrer, et on voit que les résultats sont assez intéressants. StatDam, cette contribution-là est en préparation, en finalisation pour Média, et les deux autres contributions sont en finalisation pour Michael de cette année. Maintenant, passons à la discussion associée aux différents travaux qu'on a proposés. Donc, d'après les différentes expériences qu'on a fait dans notre thèse, le framework idéal pour développer la prégression de la pathologie devrait inclure l'ensemble de ces éléments. Premièrement, une tâche de pré-entraînement est nécessaire.
Deuxièmement, on pourrait mettre un deuxièmement qui est couplé, c'est l'ajout à la fois du contexte longitudinal et associé à la progression de la pathologie. Donc, par exemple, les données démographiques et les données associées à depuis quand il a le diabète, ou les données caractéristiques à le type de diabète, et le grade associé à la sévérité à l'instant T. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent. De plus, l'ajout des time-aware permet d'avoir des modèles flexibles et capables de prédire à n'importe quel moment dans le temps, afin d'éviter le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, où lorsque je travaille avec des modèles longitudinaux, je dois certaines fois enlever des paires ou enlever des images, car mon problème n'est pas adapté. En termes d'applications futures, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut utiliser l'ensemble de ces méthodes développées sur les données IVIRED avec ce contexte multimodal. On peut aussi appliquer l'ensemble de ces approches, à part la contribution 3 du premier pilier, si vous avez suivi, à d'autres maladies. On peut aussi utiliser ces différents algorithmes, surtout les time-aware, sur des problématiques fédérées. Par exemple, si on a des centres qui ont différents types de suivi, avec une approche classique, je ne peux pas entraîner simplement un seul réseau. Alors qu'avec une approche time-aware, je peux entraîner avec le même réseau sur différents centres. Par exemple, un centre qui a des patients suivis sur 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Avec le timer, je peux le faire. Sans le timer, je ne peux pas. En termes méthodologiques, 2 choses assez intéressantes. On peut utiliser les NeuroE2, cette fois-ci, en injectant dans le système d'équation des contraintes qui sont alignées avec la progression de la pathologie. Et on peut aussi, quelque chose d'extrêmement intéressant avec Statam, c'est intégrer les patients qui n'ont pas de longitudinal. En le considérant que ces patients ont un petit epsilon, un petit temps. En fait, on va considérer qu'on a la progression pour un petit temps, et on va aussi perturber le label d'un petit temps pour pouvoir les inclure. En termes de publication, voilà la liste. En journal, c'est les suivantes. En conférence internationale, ce sont les suivantes. On a aussi soumis certains travaux en conférence internationale au niveau des abstracts. On a participé à 2 Tata Challenge et on a organisé 2 Tata Challenge. Maintenant, passons aux extensions associées à la thèse. Donc, on a publié un patent avec LMT, qui est la première contribution du pilier 2. On a participé à 2 challenges, bon, c'est assez bien placé. On a organisé 2 challenges, dont j'ai principalement organisé Mario en organisateur principal, où il y avait 2 tâches, plus de 700 soumissions. Et 40 teams ont participé dans le monde entier, avec 12 finalistes. Et on va aussi être éditeur d'un Mickey Challenge Proceeding associé à ces 2 challenges, où les participants ont soumis leurs différentes approches, qui va être sans doute publié courant 2025. On a été aussi reviewer de plusieurs venues en medical imaging, supervision de 2 étudiants en master, contribution comme premier auteur, plus de 5 contributions, et en co-auteur, plus de 5 contributions. Et finalement, on a fait plus de 100 heures d'enseignement entre l'UBO et l'IMT, avec des enseignements principalement en informatique et en apprentissage profond. Merci pour votre attention. Merci Rachid pour ton exposé qui était très très complet. Je croyais que tu allais nous parler de ça, c'est à la fin de la soutenance. Tout à fait. Tout à la fin de la soutenance. Là, c'est au moment des questions, je vais le pop. D'accord, ok. Parce que sinon, j'avais quelques quiz aussi pour toi. Normalement, on est censé commencer la session par les rapporteurs et en choisissant la personne la plus éloignée. Donc, entre Talence et Paris-Créteil, à ton avis, quelle est la ville la plus éloignée? Il est pas réceptif, là. La ville la plus éloignée, ouais, j'imagine que de Brest, là, c'est... géographie, je suis vraiment... on va dire... disons... Bon, je vais t'aider, c'est Talence. Merci. Mais de quelques kilomètres. Donc maintenant, on va passer la parole à Madame Marie Burton-Aymar, qui était rapportrice. Merci tout d'abord de m'avoir invité donc à reviewer cette thèse et donc à cette soutenance. Alors, je vais tout d'abord dire un petit peu ce que j'ai marqué dans mon rapport. Cette thèse est conséquente. Il y a beaucoup de travail, c'est clair. Elle a été
chaque chapitre pris séparément et rédigé très clairement, avec quand ça marche pas trop, une évaluation tout à fait honnête de ça marche pas trop. La seule chose, alors, qui m'a un petit peu fâchée, on va dire, j'ai trouvé que il y avait, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de recul et de synthèse globalement. C'est-à-dire, je trouve que finalement, c'est un peu dévalorisant pour le travail parce que chaque chapitre, parfois j'ai eu l'impression de recommencer l'histoire depuis le début jusqu'au moment où il me semble que en fait c'est un chapitre, un article plus ou moins. C'est ça, Rachid? Tout à fait, c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire. Et je n'arrivais pas à trouver une certaine. Moi, je suis un peu basique, j'aime bien que les choses commencent au début et aillent linéairement à la fin. Et chaque chapitre individuellement fait exactement ça, mais la globalité, j'avais beaucoup de mal à percevoir la globalité du travail. La soutenance m'a donné une meilleure vision comme ça, de début jusqu'à la fin. La soutenance était très claire, et sauf si j'ai raté, mais j'ai l'impression que cette histoire des 3 piliers, on ne l'a pas eu dans le rapport, ça a aidé beaucoup. C'était très bien, c'était une très bonne idée dans la soutenance de nous présenter les choses comme ça, sur ces 3 aspects. Et c'était un petit peu plus morcelé dans la thèse. Et c'est vrai que j'ai commencé vraiment à comprendre ta logique quand j'ai compris que c'était un chapitre, un article. À la limite, pourquoi pas avoir fait une thèse sur article? C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais ça aurait été tout à fait possible. Oui, effectivement. Toi pour moi, Marie, je te coupe, hein, désolé. Non, vas-y, réponds. En fait, le problème, c'est que les articles, j'aurais bien aimé faire une thèse sous article, mais la grande majorité, je dirais la moitié des articles n'étaient malheureusement pas publiés. Et je pensais qu'il fallait... non, pas forcément, mais enfin bon, ok, donc c'était un petit peu ça qui, à la fin, quand j'ai compris, je me suis dit, ah mais voilà, c'est ça, c'est que c'est un article parce que on a une petite impression quand même parfois de relire qu'est-ce que c'était que la maladie rétinale pour les gens qui ont un diabète. Je me disais, ou les ODE, je me disais, mais je l'ai déjà lu ça, je retournais en arrière. Et donc, c'était juste le petit défaut que j'ai trouvé dans la rédaction. Mais encore une fois, il est quand même assez clair qu'il y a beaucoup de travail. Avec à chaque fois, alors pour avoir beaucoup fréquenté les épidémiologistes, je suis très très consciente que le travail sur les datas, c'est toujours quelque chose qui est très 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 consommateur de temps et qu'on a toujours du mal à valoriser. Donc, quand on est habitué à faire du travail sur les données, je pense qu'on peut voir que tu en as fait pas mal. Tu as dû en trier des données, certainement, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Donc ça ressort clairement du travail. Et puis aussi l'aspect multimodal. On a trouvé que ton exposé était très clair et très didactique et que ça a décrit l'ensemble impressionnant des modèles que tu as étudiés et puis des algorithmes que tu as pu concevoir et développer pour l'analyse des images de fond d'œil. Le jury a aussi posé de nombreuses questions, il y a quand même une très longue discussion qui n'est pas que due aux problèmes techniques, qui est due à l'intérêt scientifique, et on a trouvé que tu avais très bien répondu de façon précise et convaincante, et que ça témoignait d'une maturité scientifique très très bonne, et que tu maîtrisais aussi tous les aspects théoriques, mais aussi techniques de ton travail. On a souligné aussi l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur les prochains développements et les prochains projets. Et donc, pour toutes ces raisons, alors, le jury estime que tu possèdes les qualités requises pour exceller dans les domaines de la recherche,
et te décerne à l'unanimité le grade de docteur de l'Université de Bretagne occidentale en analyse et traitement de l'information et des images médicales. Félicitations à toi. En présence de mes pairs, parvenus à l'issue de mon doctorat en traitement de l'imagerie médicale, en spécialité en traitement de l'imagerie médicale, et ayant ainsi pratiqué dans ma quête de savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Un petit speech pour remercier différentes personnes avec qui j'ai travaillé et qui m'ont supporté au cours de ma vie. Donc, pour commencer, un petit speech, j'aimerais commencer par une petite histoire, une petite anecdote. Donc, ces dernières semaines ont été consacrées la majorité du temps à la création des slides que vous avez pu voir aujourd'hui à la préparation de ce speech. Et pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé avec Ikram, qui est ici dans la salle. Et au début de cette présentation, je travaillais dessus de manière assez, disons, pas très dynamique, mais voilà, j'étais sur plusieurs choses à la fois, mais je consacrais du temps dessus quand même. Et pour les gens qui me connaissent un peu, ils savent que je suis toujours de l'avis, ouais, ça va le faire. Et je pense que tout est possible tant qu'on m'a pas prouvé le contraire. Et donc, je commençais à travailler sur la présentation. Et Ikram me disait, mais là, t'es short, là, tu devrais faire ça. Là, je dis, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Je répétais ça. Le temps passe, il me faisait encore ses commentaires, etc. Il me dit, voilà, là, c'est mieux, c'est plus pertinent que tu fasses ça. C'est mieux que tu fasses comme ça. Et moi, je dis encore, mais t'inquiète, on va tuer ça même. Et le temps passe, il se rapproche de la présentation. Elle me refait ses commentaires, et là, je commence à m'inquiéter. Et une phrase de mon prof de maths de prépa, soudainement, apparaît dans ma tête. Je vais vous faire l'anecdote. Donc, en cours de maths, normalement, on aurait dû être en live sur YouTube et j'aurais dû faire une petite dédicace à un de mes camarades. Je ne vais pas la faire cette fois-ci. Donc, on est en cours de maths, je suis devant. Moi et Mamadou, on est assis devant. Lui, il est connu pour la rigueur, moi pour la créativité et l'intuition. Et lorsqu'on résout nos problèmes de maths, on essaie de le démontrer et souvent on n'y arrive pas. Là, je parle pour moi. Donc, on n'arrive pas à trouver le lemme ou la démonstration et à la fin on demande la correction et on dit au prof, ne vous inquiétez pas monsieur, ça va bien se passer, on va y arriver après. Et ce qu'il nous dit, avec un ton vraiment comme s'il parlait à des novices, il nous dit mais moi je peux résoudre ça de 3 ou 4 manières différentes. C'est pas moi qui devrais m'inquiéter, c'est vous qui devrez vous inquiéter. Et cette phrase-là a surgi à ce moment-là dans ma vie. Vraiment, et à partir de ce moment-là, je me suis inquiété et j'ai pu vous proposer ce que je vous ai présenté aujourd'hui et la suite associée. Donc la première personne que je souhaite remercier, c'est Ikram pour ce soutien. Ça fait chaud pour son soutien et pour toute son aide pour la présentation et tout ce qu'elle a fait pendant la thèse. Donc, encore merci à toi. Je veux aussi remercier mon fameux prof de maths, M. Deron, MHD pour les centimes. Malheureusement, il n'est pas sur YouTube. Merci Gonin. Ainsi que, je crois que c'est en caméra, ainsi que Mamadou. Pour continuer, je souhaite aussi remercier mes amis d'enfance que je connais depuis l'époque du collège, où à l'époque je leur vendais des DM de maths, pas pour moi, je les aidais à faire leur DM de maths. Donc merci à vous,
passé de très bons moments ensemble, et c'est en partie grâce à vous que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas faire de jaloux, mais vous reconnaissez les mecs. Ensuite, je souhaite remercier mes amis d'école d'ingénieurs, mes profs aussi, qui m'ont permis aussi de me donner goût à la recherche, et particulièrement Christina Guisque, qui a été ma directrice de stage en deuxième année d'école d'ingénieur. J'ai fait un stage au sein du DKFZ, où j'ai, pour la première fois, travaillé sur l'imagerie médicale avec ce fameux réseau UNEX. Et c'est elle qui m'a donné le goût de la recherche. Je la remercie infiniment. Et sans elle, aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous. Probablement. Je ne sais pas, je ne pourrais pas prédire à ce point. Maintenant, je souhaite remercier aussi les gens qui ont été associés personnellement aux travaux de la thèse, de loin ou de près. Je tiens à vous remercier l'ensemble des acteurs du projet VERET pour m'avoir permis de travailler sur cette problématique. C'est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup apprécié, je me suis beaucoup amusé. Certains moments ont été un peu moins drôles, mais la majorité du temps, j'ai passé un bon moment. Je souhaite aussi dédier cette présentation au professeur Ramin Tadayouni, qui nous a quittés cette année, qui a été l'initiateur du projet IRL. Je souhaite dédier cette présentation en son nom, qui avait une vision exceptionnelle sur le développement de l'IA et de l'ophtalmologie. Je tiens aussi à remercier le professeur Pascal Massin, qui est l'initiative du dataset OVJAT. Sans ce dataset, je n'aurais pas pu faire mes recherches. Donc un grand merci à elle, qui a pu travailler sur ma problématique grâce à son jeu de données. Je voudrais maintenant remercier le président du jury, François Rousseau, ainsi que l'ensemble des rapporteurs, Madame Alice Otmani, ainsi que Madame Marie Barton, pour avoir accepté l'invitation et m'avoir permis d'augmenter la valeur de mon travail. Et vos commentaires étaient vraiment précieux. Vous avez vraiment beaucoup aidé. Je vous remercie énormément de m'avoir donné votre temps. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe encadrante pour leur aide pendant la thèse. Leur aide était précieuse. Je remercie aussi mes camarades de la Team Vision, en général, et les camarades de la team, bien sûr. Bon moment avec vous. Un remerciement spécial à Dr Lee, qui était un ancien étudiant ici. J'ai beaucoup aimé travailler avec toi. Et je tiens à te remercier énormément. Je souhaite aussi m'excuser auprès de mes camarades pour parfois l'usage abusif du cluster de calcul. Je ne sais pas si Jean-François est dans la salle, mais je souhaite m'excuser. Bon, certains diront que c'était pour la bonne cause, donc voilà. Bon, pour vous donner une deuxième anecdote, on a même changé les règles du cluster à cause de moi. C'est pour vous dire à quel point c'était compliqué. Je tiens à remercier Jean-François pour son aide sur nos machines ou sur la machine du cluster. Son aide était indispensable pour la confection de ces travaux. On a fait beaucoup travailler, mais ça valait la peine. Et maintenant, pour finir, je vais boire un peu d'eau quand même. Pour finir, je souhaite remercier ma famille qui a fait le déplacement depuis Paris pour m'avoir présenté. Ma soeur, mon père, ainsi que ma mère. Leur soutien et leur amour inconditionnel ont défini la personne que je suis aujourd'hui. Et sans leur contribution au sens propre, ainsi qu'au sens figuré, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc merci à vous.